Ce qui avait débuté comme un simple nettoyage visant à retirer de la boue au large des côtes indonésiennes, s'est transformé en la découverte de vestiges d'une masse terrestre engloutie datant de l'âge de glace. Les archéologues ont mis au jour plus de 6000 fragments fossiles, parmi lesquels des restes d'Homo erectus âgés de 140 000 ans. Cette trouvaille a forcé les scientifiques à repenser la manière dont les premiers humains vivaient, se déplaçaient et interagissaient en Asie du Sud-Est. Pendant des années, l'on crut qu'Homo erectus sur l'île de Java vivait isolé, séparé du reste du monde. Or, ces fossiles bouleversèrent totalement cette conception. Java n'était alors pas une île, mais constituait une partie d'une vaste masse terrestre baptisée Sundaland. Ainsi, l'Asie du Sud-Est s'étendait comme si l'océan avait été vidé, reliant l'Indonésie, la Malaisie, Bornéo, la Thaïlande et le Vietnam en un unique et immense territoire. Les îles actuelles de Java, Sumatra, Bornéo et Bali étaient reliées par des réseaux fluviaux rappelant probablement l'Amazonie, par des forêts où circulaient d'imposants animaux et par des plaines côtières qui seraient plus tard submergées à mesure que les températures s'élevaient. Homo erectus ne se trouvait pas contraint, il prospérait dans ce qui s'apparentait à un petit bonheur préhistorique. Ce paysage n'avait rien de ce que nous imaginons généralement de l'ère glaciaire, souvent perçu comme un désert gelé. Le niveau des mers chuta de plus de 120 mètres, une partie considérable de l'eau s'étant figée en glacier. Lorsque ces volumes se retrouvèrent emprisonnés dans la glace, d'amples portions du plancher océanique émergèrent, comme de gigantesques pierres de gué. Les premiers hommes n'avaient plus besoin de bateaux. Ils pouvaient se rendre à pied de l'actuelle péninsule indo-chinoise jusqu'à des lieux qui sont aujourd'hui des îles, explorant et chassant des troupeaux à travers ces terres ouvertes, comme sur un gigantesque réseau autoroutier préhistorique. Cette vaste autoroute est essentielle, car elle réécrit totalement la compréhension des déplacements des premiers humains. Homo erectus disposait d'un continent entier à parcourir. Il suivait les fleuves, traversait les vallées et s'adaptait à des environnements variés, de la même façon que vous découvrez des raccourcis pour vous rendre au bureau ou trouver de nouvelles routes vers votre café préféré. Comme tout était interconnecté, les animaux circulaient aussi librement. Tigres, éléphants, bovins gigantesques et tortues de la taille de petites voitures. Les humains suivaient ces impressionnants animaux. Parmi les fossiles extraits du détroit de Madura, certaines preuves de ce comportement sont apparentes, comme des carapaces de tortues portant des traces de découpe et des os de bovidés fracturés. La présence de marques précises sur les os indique que quelqu'un prélevait délibérément la viande à l'aide d'outils qu'il avait façonnés lui-même. Quant aux os fendus, ils révèlent l'extraction de moelle, sorte de pâte protéinée préhistorique, riche en graisse et idéale pour obtenir les calories nécessaires à la survie. Ce niveau de planification et de savoir-faire surpassait ce que les chercheurs attendaient d'Homo erectus. Il rapproche cette espèce des comportements observés chez les premiers Homo sapiens ou les Denisoviens, montrant qu'ils ne se contentaient pas de subsister sur des restes, ils chassaient activement, transformaient leur nourriture et la partageaient, peut-être comme le font les humains modernes. Si vous les imaginez encore comme des hommes des cavernes lourdeaux et voûtés, oubliez cela. Ils étaient d'une vivacité remarquable. Les techniques qu'ils employaient pour transformer leur nourriture se rapprochent étrangement de celles d'autres hominidés, pas uniquement Homo erectus. Nous parlons là de l'homme de Flores, des Denisoviens et des premiers Homo sapiens. Cela suggère que ces groupes n'existaient maintenant peut-être pas seulement côte à côte, mais qu'ils ont pu interagir, échanger des idées, copier des méthodes, ou même se croiser et partager des territoires. Ainsi, l'Asie du Sud-Est ne se présente plus comme une série d'îles isolées, mais comme un écosystème humain foisonnant où différentes espèces se croisaient. Et voici l'aspect tragique, tout ce que nous connaissons de ce lieu, tout ce que les humains y ont construit, perdu et découvert, repose désormais sous les eaux. À la fin de l'ère glaciaire, les glaciers fondirent comme des cornets de glace sur un trottoir brûlant. Le niveau de la mer s'éleva, d'abord lentement, puis rapidement. Les rivières débordèrent, les côtes disparurent, et des paysages humains entiers furent engloutis par les vagues. Sundaland fut submergé sur des milliers d'années, et ses habitants durent y s'adapter ou se réfugier sur des terres plus élevées. Les archéologues tentent aujourd'hui d'interpréter les modes de vie de ces populations, ainsi que le nombre d'espèces humaines ayant foulé ce territoire. Chaque nouvel os ou artefact extrait du fond marin nous rapproche un peu plus de la réécriture complète de ce que nous pensions savoir sur les migrations humaines anciennes. Cette découverte,
pourrait indiquer que l'Asie du Sud-Est eut autant d'importance pour l'évolution humaine que l'Afrique, le Moyen-Orient ou l'Europe. Sundaland ne représentait pas une simple péripétie secondaire, mais une véritable zone de rencontre, où l'humanité expérimentait, s'adaptait, apprenait et progressait. Des découvertes inattendues, comme celles survenues en Indonésie, continuent d'émerger à travers le monde, surprenant les scientifiques. En Chine, des agriculteurs espéraient récupérer des excréments de chauves-souris pour en faire des engrais naturels dans une étroite grotte calcaire. Ils tombèrent cependant sur des fragments d'os fossilisés, ressemblant étrangement à des parties d'un crâne humain. Ce crâne s'avéra extrêmement ancien, âgé d'environ 300 000 ans. Les chercheurs le baptisèrent, finalement, Maba 1. Découvert dès 1958, ce fossile suscita depuis lors de vives discussions quant à l'espèce humaine à laquelle il appartenait. Durant le Pléistocène moyen tardif, le monde s'apparentait à un véritable carrefour où déambulaient différentes espèces humaines anciennes. Ou, peut-être, Maba 1 provenait-il d'une espèce encore inconnue. Le principal problème résidait dans le fait que les chercheurs ne disposaient que d'une partie du crâne, ni mâchoire, ni autres os, comme tenter de résoudre un gigantesque puzzle avec la plupart des pièces manquantes. Pendant longtemps, on supposa qu'il pouvait s'agir d'un néandertalien. Mais l'emploi de la microtomographie, semblable à une supervision permettant d'examiner l'intérieur des fossiles sans les endommager, révéla d'étranges structures tubulaires reliant certaines zones de la boîte crânienne, structures quasi inexistantes chez les néandertaliens. L'agencement interne du crâne s'apparentait davantage à Homo erectus, une espèce humaine bien plus ancienne, sans pour autant correspondre parfaitement. La taille et la forme du crâne se rapprochaient des humains modernes et des néandertaliens, tout en présentant des caractéristiques inhabituelles pour Homo erectus. La région frontale était plus courte, et le bregma, point de jonction de deux os crâniens, épaissi. Maba 1 portait également une curieuse dépression sur le front, comme un bleu figé dans le temps. Quelle qu'en fût la cause, chute, anémie ou autre, elle survint alors que la personne était vivante. L'absence de signes d'infection suggère que l'individu guérit et poursuivit sa vie après ce traumatisme. Ainsi, Maba 1 ne correspond parfaitement à aucune espèce connue, mais il présente des caractéristiques partagées avec plusieurs d'entre elles et dégage la même aura de fossiles mystérieux que d'autres découverts à travers l'Afrique. En 1976, la célèbre paléontologue Mary Leakey et son équipe mirent au jour un autre crâne humanoïde en Tanzanie. Ce crâne révélait des traits étonnamment proches de ceux d'Homo sapiens, bien qu'il fût extrêmement ancien. Les chercheurs considèrent qu'il pourrait s'agir de l'un des plus anciens représentants de notre espèce jamais identifiée, offrant ainsi la possibilité de répondre à l'une des questions majeures de la science. À quel moment précis Homo sapiens est-il apparu pour la première fois? La couche sédimentaire où ce crâne fut découvert remonte au Pléistocène moyen, soit bien plus tôt que ce que les anciens manuels affirmaient sur l'apparition de l'homme moderne. Il existe également le crâne découvert dans la mine de zinc de Broken Hill en Zambie. Les mineurs y tombèrent littéralement par hasard, accompagnés de quelques autres ossements. Les scientifiques le surnommèrent « homme de Rhodésie », et l'on crut d'abord qu'il constituait le chaînon manquant entre Homo erectus et Homo sapiens. Toutefois, grâce à des méthodes de datation plus précises et à de nouveaux outils de recherche, il fut établi qu'il avait environ 299 000 ans et appartenait très probablement à l'espèce Homo heidelbergensis. Chaque nouveau fossile agit comme une pièce manquante du puzzle dans la vaste et complexe histoire de l'évolution humaine. Chacun contribue à relier des espèces jadis considérées sans lien, à redessiner les arbres généalogiques et à réécrire des chapitres de notre passé dont nous ignorions même l'inexactitude. Si vous aviez posé le pied sur Terre il y a extrêmement longtemps, environ 1,5 milliard d'années, vous n'auriez guère reconnu notre planète. À cette époque, toutes les terres formaient un unique supercontinent nommé Nuna, ou Columbia, ceinturé par un océan infini. Mais en demeurant sur place, vous auriez assisté à une catastrophe planétaire, la dislocation de Nuna. Le plus remarquable est qu'apparemment, lorsque le continent a commencé à se fragmenter, cela a enclenché des transformations rendant la Terre bien plus favorable à la vie. Les scientifiques désignaient autrefois cette période comme le « milliard ennuyeux ». Elle s'étend d'environ 1,8 milliard à 800 millions d'années. Peu d'événements semblèrent s'y produire, d'où cette appellation. Aucun bouleversement climatique majeur, aucune forme de vie étrange, rien de particulièrement spectaculaire.
En réalité, ce qualificatif est trompeur. Si tout paraissait paisible en surface, l'intérieur de la planète évoluait intensément. Les continents dérivaient, se fragmentaient, puis se recomposaient. Deux immenses supercontinents, Nuna puis Rodinia, se sont formés avant de se disloquer durant cette période. Lorsque Nuna a commencé à se rompre, de vastes fissures se sont ouvertes entre les masses terrestres en dérive. L'eau s'y est engouffrée, formant des mers peu profondes, plus chaudes, plus stables et plus riches en oxygène que les anciens océans profonds. Et cela a pu tout bouleverser. Ces nouvelles mers ont instauré des conditions plus favorables à l'essor et à l'évolution du vivant. Les chercheurs estiment désormais qu'elles ont contribué à complexifier les premières formes de vie. Ils ont remonté 1,8 milliard d'années pour reconstituer les mouvements des plaques tectoniques au fil du temps, tout en suivant le stockage du carbone dans la Terre et sa libération dans l'atmosphère. Pour cela, ils ont utilisé un modèle informatique avancé, offrant un niveau de précision inédit. Ils ont établi que, durant près de 350 millions d'années du milliard ennuyeux, l'étendue des mers peu profondes en bordure des continents a doublé. Au total, ces zones côtières atteignaient près de 130 000 km, soit plus de 3 fois le tour de la Terre à l'équateur. Dans le même temps, les zones de subduction, où une plaque tectonique s'enfonce sous une autre, se sont réduites à mesure que les continents se déplaçaient. C'est important car ces zones sont à l'origine de nombreux volcans. Lorsqu'une plaque s'enfonce sous une autre, elle entraîne de l'eau de mer en profondeur, facilitant la fusion des roches et la formation de magma. Celui-ci remonte, provoque des éruptions et libère des gaz comme le dioxyde de carbone. Ainsi, moins de zones de subduction signifiait moins de volcans, et donc moins de CO2 dans l'atmosphère. Le processus s'est déroulé ainsi. Le supercontinent de Nuna s'est fragmenté, donnant naissance à de nouveaux fonds océaniques dans des mers récentes. Ces nouveaux fonds marins ont contribué à absorber le dioxyde de carbone de l'atmosphère. L'eau de mer s'infiltrait dans les fissures, piégeant le carbone dans les roches sous forme de calcaire. Au fil du temps, ce mécanisme a stocké le carbone dans la croûte terrestre, au lieu de le laisser dans l'air. La baisse de dioxyde de carbone a entraîné un refroidissement progressif du climat terrestre. Ces conditions plus fraîches ont favorisé des mers peu profondes, stables et riches en oxygène, idéales pour l'évolution d'une vie plus complexe. Ces vastes zones côtières ont servi de milieu protégé pour les premières formes de vie et ont peut-être accéléré l'apparition des eucaryotes. Il s'agit d'organismes à cellules complexes dotés notamment d'un noyau contenant l'ADN. Tous les animaux, plantes et champignons en descendent, ce qui en fait une étape majeure de l'histoire du vivant. Les scientifiques savaient déjà que les eucaryotes étaient apparus durant le milliard ennuyeux, grâce à des fossiles vieux d'environ 1 milliard d'années, sans en comprendre précisément la cause. Ils cherchent désormais des fossiles mieux conservés afin de déterminer plus finement les mécanismes ayant conduit à l'émergence de la vie complexe. La vie sur Terre remonte à plus de 3 milliards d'années. Elle a commencé par des micro-organismes simples avant d'évoluer progressivement vers une immense diversité d'êtres vivants. L'origine exacte de cette transition à partir de la soupe primordiale demeure par ailleurs incertaine. Néanmoins, plusieurs hypothèses scientifiques tentent d'expliquer comment la vie a pu apparaître sur notre planète. Certains scientifiques avancent que la foudre aurait pu jouer un rôle dans l'apparition de la vie. L'idée est simple, une étincelle puissante peut déclencher des réactions chimiques. En 1952, une expérience célèbre a montré que des décharges électriques pouvaient transformer des gaz simples, comme la vapeur d'eau et le méthane, en acides aminés et en sucre, éléments de base du vivant. Cela suggère que les orages de la Terre primitive auraient pu produire ces premiers composants. Toutefois, des travaux ultérieurs ont révélé que l'atmosphère de l'époque différait de celle de l'expérience. Certains chercheurs estiment néanmoins que des nuages volcaniques, riches en gaz et en éclairs, auraient pu permettre ce processus. D'autres spécialistes envisagent une origine liée à l'argile. Selon cette hypothèse, de minuscules cristaux d'argile pourraient croître,
et s'assembler en structures organisées, capables de piéger des molécules simples et de les aligner. L'argile agirait ainsi comme un organisateur primitif. Aujourd'hui, l'ADN remplit cette fonction en dirigeant l'agencement des molécules et leur coopération. Mais avant son apparition, l'argile aurait pu jouer un rôle comparable, aidant les molécules à se structurer progressivement jusqu'à devenir autonomes. Cette idée a suscité un certain intérêt dans la communauté scientifique, bien qu'elle ne fasse pas encore l'unanimité et reste débattue. Une autre théorie propose que la vie est émergée au niveau des sources hydrothermales situées au fond des océans. Ces fissures dans la croûte terrestre libèrent de l'eau extrêmement chaude, chargée en éléments chimiques comme le carbone et l'hydrogène, essentiels à la formation du vivant. Les roches environnantes comportent de minuscules cavités où ces substances peuvent s'accumuler, se mélanger et réagir, les surfaces minérales pouvant accélérer ces transformations. Aujourd'hui encore, ces milieux abritent des écosystèmes riches malgré l'absence de lumière et des conditions extrêmes. Les scientifiques poursuivent leurs recherches et en 2019, des expériences en laboratoire ont permis de produire des structures proches de formes de vie primitives dans des conditions similaires, ce qui renforce la plausibilité de cette hypothèse. Une autre hypothèse propose que la vie aurait pu apparaître sous la glace. Les chercheurs estiment que les océans terrestres pouvaient avoir été largement recouverts de glace il y a environ 3 milliards d'années, ce qui paraît extrêmement hostile au premier abord. Pourtant, ce froid aurait pu favoriser les réactions chimiques nécessaires à l'émergence du vivant. De nombreux composants essentiels, comme les acides aminés simples, sont en effet plus stables à basse température. Dans une eau plus chaude, ces molécules se dégradent rapidement et se dispersent, tandis que la congélation les rapproche en augmentant fortement leur concentration. Ce regroupement rend les réactions chimiques plus probables et plus efficaces. Ainsi, des molécules plus proches et plus stables disposèrent de davantage d'occasions de s'assembler pour former des structures de plus en plus complexes. Par ailleurs, la glace aurait pu agir comme une barrière protectrice, en limitant l'exposition au rayonnement ultraviolet du Soleil, mais aussi en atténuant les effets destructeurs des impacts de météorites. Une autre idée est que la vie n'a pas débuté sur Terre. Cette théorie, appelée panspermie, propose que la vie provienne de l'espace. Les chercheurs savent que de puissants impacts d'astéroïdes peuvent projeter des roches hors des planètes. Par exemple, des fragments de Mars ont déjà été éjectés dans l'espace, et certains ont fini par atteindre la Terre. Certains estiment que de minuscules microbes ont pu survivre à l'intérieur de ces roches durant leur périple spatial. Si cette hypothèse est correcte, la vie sur notre planète pourrait avoir été initiée par des visiteurs venus de Mars ou d'un autre monde. D'autres vont encore plus loin et suggèrent que la vie aurait pu voyager sur des comètes ou de la poussière spatiale en provenance de systèmes stellaires totalement différents, traversant ainsi la galaxie. En même temps, même si la panspermie est réelle, elle ne résout pas entièrement le mystère, elle déplace simplement la question. Au lieu de se demander comment la vie a commencé sur Terre, il faudrait se demander comment la vie a pu commencer n'importe où dans l'univers.